On va donc reprendre, d'autant plus que, comme la dernière fois, je n'avais pas terminé, et que cette fois-ci, comme la dernière fois, je dois m'interrompre un quart d'heure avant 20 heures. Je vous propose, plutôt que de passer à un autre sujet, de continuer et de compléter le sujet qu'on a traité la semaine dernière, hein, qu'on n'avait pas eu le temps de terminer, et que je vais donc développer un peu plus en détail que prévu. Et puis, je garderai pour la semaine prochaine les thèmes annoncés. Et puis après, c'est Cynthia qui reprendra le relais à partir de début avril. Hein, c'est toi qui reprends. Voilà, donc, et ensuite, on revient ensemble en fin de cycle. Donc, sauf s'il y a des questions hein, qu'on pourrait discuter, ce que je vous propose, c'est de revenir sur ce dont on a parlé la dernière fois, mais en le développant un peu différemment. Ce que nous avons vu la dernière fois, au fond, ce à quoi on s'était, le point sur lequel on s'était arrêté, enfin, le problème général qu'on avait traité et le point sur lequel on s'était arrêté, c'était, vous vous en souvenez, sur l'extension possible du renouvellement de la notion de maladie et de santé, de la notion de médecine et de clinique, opérée par Canguilhem, hein, au nom d'un concept subjectif de la maladie, hein, un concept subjectif de la pathologie et de la norme, hein, l'extension de ce renouvellement du concept de maladie, hein, d'un concept objectif vers un concept subjectif, son extension à deux autres domaines, le psychologique d'un côté, et on avait commencé à en parler, j'en redirai un mot très bref aujourd'hui, et le politique d'un autre côté, le social et le politique, où se pose tout particulièrement, évidemment, la question qui nous réunit ici, même le lieu qui nous réunit ici, la question du lieu qui nous réunit ici, c'est-à-dire la question de l'hôpital, hein, et de la clinique à l'hôpital ou du soin à l'hôpital, qui est d'une certaine façon est synonyme de la question de la philosophie à l'hôpital. On la retrouve de cours en cours, et je pense que c'est aussi un des fils rouges qui nous réunit tous dans ce projet sur la philosophie à l'hôpital. Et donc ce sur quoi je voudrais revenir aujourd'hui plus précisément et de façon un peu plus développée, c'est sur cette deuxième extension, sur l'extension, disons, de ce renouvellement de la conception de la maladie, de cette conception subjective de la maladie, de cette conception délibérément subjective de la maladie. Hein, on avait vu, on ne peut pas réduire la maladie à un fait objectif, mais l'expérience de la maladie, l'expérience de la maladie est d'emblée subjective et le reste tout du long. Hein. Eh bien, ce sur quoi nous allons revenir aujourd'hui, c'est l'extension de cette conception subjective de la maladie au domaine politique. Mais ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est la manière dont cette extension politique, rencontre ce qu'on pourrait appeler une objection politique. Au fond, on l'a rapidement déjà abordé la dernière fois, mais ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est la manière dont cette extension de l'expérience subjective de la maladie à la dimension politique ne va pas de soi et rencontre des objections très importantes auxquelles cependant elle peut répondre, auxquelles cependant elle doit, certes, si elle veut se maintenir, cette dimension subjective, auquel elle doit répondre, hein, c'est-à-dire la place de la subjectivité, y compris dans les institutions politiques du soin, pas seulement face aux symptômes corporels, pas seulement face aux médecins individuels, mais dans l'institution sociale. Hein. Y a-t-il encore une place de l'expérience subjective, on pourrait dire de la voix subjective, hein, de l'expression subjective de la norme et de la maladie? Y a-t-il encore une place de cette subjectivité jusque dans le politique? Cette question qui semble aller de soi, d'une certaine façon, dans notre expérience, ne va en réalité pas de soi, mais elle peut être maintenue. Hein. Et ce que je voudrais essayer de montrer, c'est comment
bien que rencontrant un problème politique ou une objection politique, elle doit, mais aussi elle peut y répondre. Elle doit et elle peut y répondre. Et je voudrais le faire en reprenant les auteurs et les textes dont on a parlé la dernière fois, et même en me concentrant à un moment donné, comme toujours finalement, sur un petit passage d'un texte précis, et peut-être même un des seuls passages où dans l'œuvre de Canguilhem dont j'ai parlé la dernière fois, dans les textes dont j'ai parlé la dernière fois, hein, vous vous souvenez, j'avais parlé de Canguilhem, un des seuls passages où apparaît la notion d'hôpital. En fait, c'est une notion qui apparaît très rarement dans son œuvre. Et d'ailleurs, dans le passage que je vais commenter, elle n'apparaît pas sous le nom d'hôpital, mais avec l'adjectif, un usage de l'adjectif hospitalier, sur lequel je reviendrai dans un instant. Et au fond, ce qu'il y a d'intéressant, ce que je vais essayer de montrer, c'est comment la dimension politique de la médecine, certes, lui pose un problème, mais qu'il ne s'agit pas de refouler, mais au contraire d'assumer pour aller jusqu'au bout. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment l'objection politique que rencontre Canguilhem, l'objection politique l'oblige à expliciter la dimension politique de l'expérience subjective de la maladie, l'expérience subjective de la norme. Et d'une certaine façon, ce que je vais essayer de soutenir, c'est que l'intérêt de cette objection, c'est d'obliger à cette explicitation. C'est que nous avons le sentiment que notre voix de malade ne peut pas devenir une voix de citoyen, ne peut pas s'étendre à une voix politique, qu'une fois entrée dans les institutions, elle est en quelque sorte réduite au silence, elle doit respecter des contraintes qui ne sont plus les siennes. Et on va voir ici, dans un exemple peut-être très, très local, mais quand même très fort, comment elle continue à avoir du sens dans le politique, et même, c'est jusque-là que j'irai, hein, c'est ce que je voulais essayer de montrer la dernière fois, comment elle amène à changer notre conception du politique tout entier. J'avais essayé de vous montrer la dernière fois comment Canguilhem était peut-être le seul au XXe siècle à proposer une philosophie de la médecine au sens fort. C'est-à-dire une philosophie, vous vous en souvenez, hein, pour laquelle la médecine n'est pas seulement un objet parmi d'autres, mais le principe de tous les problèmes de la philosophie. Et ce que je voudrais montrer là très rapidement à la fin de la séance d'aujourd'hui, c'est comment non seulement Canguilhem répond à l'objection politique et défend son idée de la clinique, de l'expérience subjective de la maladie face aux objections politiques, mais comment, à partir de là, il invente même une autre philosophie politique. Une autre philosophie politique tout entière, pas seulement sur la médecine, mais une autre philosophie de la société. Une autre philosophie de la société, tout entière inspirée de l'expérience médicale. Tout entière inspirée de l'expérience de la maladie, en réalité. Comment cette expérience subjective de la maladie non seulement résiste à l'épreuve du politique, mais amène à transformer notre conception du politique. Transformer notre conception du politique. Peut-être je pourrais dire tout de suite ce qu'on retrouvera dans le petit passage, en apparence très, très anodin, que je commenterai tout à l'heure. Peut-être le sens le plus profond de ce qu'on va étudier aujourd'hui se concentre, comme toujours, dans des formules très simples. La formule très simple, au fond, dont Canguilhem fait tout le principe de sa philosophie politique, un peu discrète, un peu cachée, hein, il l'a présentée de manière quasi clandestine dans différents textes de l'époque, pour des raisons historiques qu'on pourrait rappeler. Pourquoi il ne les a pas dit si explicitement ? L'expression très simple, c'est une expression, j'allais dire, de comptoir, une expression de bistrot. Hein. Canguilhem, d'ailleurs, dans un autre texte, évoque ce contexte possible. C'est l'expression « c'est pas normal ». J'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois. C'est l'expression « c'est pas normal ». Il y a quelque chose ici de pas normal. Et au fond, nous employons cette expression dans toutes sortes de concepts, hein, dans toutes sortes de contextes, pardon. Effectivement, au départ de l'expérience de la maladie, je ne dis pas au départ du diagnostic médical, on avait vu la dernière fois qu'on peut, dans la médecine prédictive, être déclaré malade avant de se sentir malade. Hein, mais dans l'expérience subjective de la maladie, il y a justement
toujours quelque chose comme le sentiment de quelque chose qui ne va pas, hein, le sentiment de quelque chose d'anormal. Sentiment exprimé par le langage ou aussi par un comportement, hein, comportement de gêne, un comportement qu'on ressent comme anormal, hein, c'est-à-dire non pas, encore une fois, par rapport à une norme objective, mais par rapport à un changement qualitatif. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien. Hein, je ne me sens pas bien. Bon. C'est ça l'expérience primitive chez Canguilhem, au fond, de la maladie. Eh bien, ce que je voudrais montrer, c'est comment ce sentiment subjectif de la normalité à l'apostrophe, hein, qui est premier même par rapport au sentiment de la normalité en deux mots. Hein. L'apostrophe vient avant, finalement, ici, le négatif vient avant. Ce sentiment s'étend au politique. Et c'est comme ça que nous parlons du politique. Il se passe un acte qui nous choque. Nous disons, c'est pas normal, quand même. Hein. Et on en a tous les jours, y compris aujourd'hui, évidemment. Donc, eh bien, ce sentiment qui peut paraître dérisoire, en fait, ce sentiment dérisoire face aux enjeux politiques, on a envie de dire, c'est vraiment, ça va pas loin, quoi. Le type qui dit quelque chose qui cloche. Hein. Il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a tant de chômage en France, c'est pas normal. Il y a tant de guerres ici et là, c'est pas normal. Quelque chose qui va pas. Eh bien, ce sentiment, en un certain sens, dans les textes que je vais vous exposer tout à l'heure, c'est la vérité ultime du politique, selon Canguilhem. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, c'est toute une philosophie de la société qui s'exprime dans l'idée que notre rapport au social aussi passe par l'expérience subjective de ce qui va et de ce qui ne va pas. De ce qui ne va pas d'abord, avant même de ce qui va. L'expérience politique, c'est d'abord l'expérience de, là aussi, comme l'expérience de la maladie, c'est l'expérience de quelque chose qui ne va pas. Sauf que c'est quelque chose qui ne va pas dans la société. Hein. Le politique commence avec cette expression de quelque chose qui ne va pas dans la société humaine. Et avec le désir de le changer. Le désir de s'opposer à ce qui ne va pas et de transformer ce qui ne va pas. Et au fond, ça peut paraître, c'est un programme minimal en un sens. Hein. Je veux dire, ça ne va pas très loin peut-être comme philosophie politique. Mais en réalité, ça va extrêmement loin, parce que c'est dans cette expression subjective de l'anormal hein, que réside, en quelque sorte, une sorte de boussole humaine, hein, pour traiter les problèmes politiques. Alors évidemment, comme l'expérience subjective de la maladie doit passer par la médecine, pour retrouver son épreuve de vérité et sa réponse effective, et bien de même, l'expérience subjective du problème social, hein, des problèmes sociaux, l'expérience subjective de ce qui ne va pas dans la société doit passer par la politique, doit passer par des techniques et par des savoirs qui permettent de traiter ce qui ne va pas. Mais en même temps, il ne faut jamais, là non plus, on a vu ça la dernière fois, il ne faut jamais prendre le détour pour le but, hein, prendre le moyen pour la fin, et finalement croire que c'est la vérité du politique est dans des théories politiques. Elle est plutôt dans le diagnostic politique et la thérapeutique politique. Et l'image médicale, ici, n'est pas une métaphore. C'est plutôt quelque chose comme, là aussi, un peu comme on l'avait vu chez Platon, hein, une sorte de vérité ultime du discours sur le social. Évidemment, si un homme politique se contentait de dire votez pour moi parce que je vais traiter ce qui ne va pas, peut-être ça n'irait pas très loin, mais en réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit toujours, hein, et c'est bien toujours aussi ce qu'il y a derrière les discours politiques. Mais évidemment, il faut justifier cette thèse, et le problème, c'est de justifier cette thèse face à une autre conception du politique, et notamment du politique dans le soin, qui vient faire objection d'abord à cette intuition initiale que tout part de l'expérience subjective de la maladie. Tout y part dans cette philosophie dont finalement auquel on va consacrer 2 séances, hein, qui est celle de Georges Canguilhem. Et donc, conformément à cet objet qui est celui d'aujourd'hui, je voudrais juste passer par 3 étapes. Hein, la première très brève, et l'important ce sera plutôt les 2 autres. Hein.
d'abord un rappel de l'extension, la première extension du politique de la médecine dans la thèse de 43, dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire dans l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Vous verrez d'ailleurs que, on peut voir dans le titre originel de la thèse, essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, déjà une conception extrêmement claire et rigoureuse de la philosophie. C'est-à-dire, au fond, tout chez Canguilhem part toujours d'une expérience d'un problème. Le point de départ de la vie humaine, pour Canguilhem, la vie devient humaine quand elle fait l'expérience d'un problème. Bon. C'est vrai dans la maladie, c'est vrai dans le politique, mais c'est aussi vrai dans la philosophie. C'est-à-dire on commence à penser quand on se pose un problème. Et donc vous voyez dans le titre initial, essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, on s'aperçoit que il y a deux problèmes. Il y a le problème vital du normal et du pathologique, et il y a le problème philosophique posé par le normal et le pathologique. Mais la philosophie, comme la vie, comme la médecine, consiste à résoudre des problèmes, à aborder des problèmes. L'expérience d'un problème, c'est l'expérience par excellence. C'est l'expérience, quand elle devient consciente, c'est l'expérience du problème. Et donc, essai sur quelques problèmes, c'est évidemment très cohérent. Ça veut dire, au fond, la philosophie fait la même chose que la médecine, mais simplement sur des problèmes au second degré, en quelque sorte. Non pas des problèmes qui nous empêchent de vivre, mais des problèmes qui nous empêchent de penser ou qui nous empêchent de penser ce qui nous empêche de vivre. Donc ici, il faut traiter les problèmes concernant le normal et pathologique parce que si on ne les traite pas, on vit moins bien. Bon. On ne peut pas les résoudre. Parce qu'il y a des erreurs concernant le normal et le pathologique, comme on l'a vu la dernière fois, et je ne vais pas y insister très longuement. Donc dans un premier temps, revenir sur l'extension initiale aux politiques. Dans un deuxième temps, évidemment, je reviendrai sur l'objection politique. Et l'objection politique, je la résumerai très, très rapidement, en revenant quand même, j'y avais fait simplement une allusion la dernière fois, et je sais que Cynthia y consacrera aussi un passage, au livre que j'avais cité la dernière fois, qui se présente en apparence comme une continuation de Canguilhem, mais qui est en réalité une rupture avec Canguilhem, et qui est le livre publié en 1963 par son disciple et ami, et néanmoins parricide, Michel Foucault. Le livre de 1963 intitulé « Naissance de la clinique ». Et la naissance de la clinique, c'est en réalité tout un dispositif pour montrer que la clinique n'est pas d'abord un lieu de rencontre humaine, ni d'expérience subjective, mais d'abord un lieu, un dispositif social et politique, et historique aussi, on le verra, un dispositif social et politique qui, sans que nous nous en rendions compte, définit notre expérience subjective elle-même. C'est là qu'on va être au cœur de la contradiction. En fait, quand on dit le vital et le social, ou le subjectif et le politique, bon, ça paraît gentil comme ça, mais on l'a vu la dernière fois, on a commencé à le voir la dernière fois, en réalité, ça peut conduire à des contradictions tout à fait redoutables. Tout à fait redoutable. Et d'abord pour définir l'expérience elle-même, au fond, et définir même la maladie et la santé. Qui peut décider de la maladie ou de la santé? Qui décide de ce que ça signifie? Qui peut dire la maladie? Qui peut dire je suis malade, ou qui peut dire vous êtes malade? La thèse radicale de Michel Foucault, c'est que ça n'est pas ce qu'on croit. Le discours sur la maladie n'est au fond pas tenu par un sujet, mais il est produit par des institutions. Il n'est pas tenu par un sujet, mais il est produit par l'institution. Ce n'est pas le je qui dit réellement la vérité de la maladie. Ça n'est même pas non plus le sujet médecin, comme s'il y avait des méchants médecins qui disaient aux malades leur vérité, mais c'est le dispositif social et politique en tant que tel qui, de manière structurelle, mais avec une dimension historique et politique, qui décide
non pas de connaître la maladie pour guérir le malade, non pas de connaître la maladie pour guérir le malade, mais bien de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer par le corps du malade pour connaître la maladie. De passer par le corps du malade pour connaître la maladie et pour gérer la maladie. La maladie est entendue comme un objet en soi, finalement, qu'il faut connaître, théoriser, qui est l'objet d'une science, avant d'être l'objet d'une pratique, avant d'être l'objet d'un art. Avant d'être un cas individuel, la maladie doit passer, est construite par la médecine comme un objet de savoir. Et la question, ça va être celle-là, et d'une certaine manière, c'est jusqu'à une contradiction très, très profonde, de savoir qu'est-ce qui est premier dans la médecine. On a déjà rencontré cette question la dernière fois. Qu'est-ce qui est premier dans la médecine? Est-ce que c'est le soin du malade ou la connaissance de la maladie? Et le propre de la thèse de Foucault, c'est de dire, en un sens, que c'est la connaissance de la maladie, mais jamais seulement comme objet de savoir, mais aussi à travers l'institution politique comme telle, à travers l'institution sociale. De telle sorte que on pourra même dire, j'anticipe un petit peu, il y a un chapitre dans La naissance de la clinique qui s'appelle « La leçon des hôpitaux », chapitre très, très intéressant, la leçon des hôpitaux, qui montre que, en un certain sens, on pourrait même pas dire que le but de l'hôpital est de connaître la maladie, mais que c'est le résultat de l'institution hospitalière est l'objectivation de la maladie et la production d'un savoir sur la maladie. Foucault dit même, en un certain sens, alors c'est intéressant aujourd'hui de relire ce chapitre, porte sur la période juste après la Révolution française. La thèse de Foucault, c'est qu'en 30 ans, de 1780 à 1810 à peu près, il s'est opéré un tournant dans ce qu'il appelle le regard médical. La thèse de Foucault, c'est que l'institution d'hôpitaux gratuits, c'est une thèse assez radicale quand on y pense et qui a un enjeu contemporain possible. Évidemment, il l'avait quand Foucault écrivait le livre, mais il l'a encore aujourd'hui, je veux dire. La thèse de Foucault, c'est que, au fond, les malades remboursaient inconsciemment le soin gratuit qui leur était dispensé par l'hôpital. Comment le malade rembourse-t-il la gratuité du soin hospitalier? C'est par sa contribution à la science, en étant utilisé par le médecin pour produire le savoir médical. Et au fond, on pourrait dire, le point ultime de ça, c'est que, enfin, on pourrait presque dire, en étant un petit peu violent, c'est comme ça qu'on pourrait résumer ce chapitre tout à fait saisissant de la naissance de la clinique, parce que Foucault a un art d'écrire très, très particulier, très saisissant. On pourrait presque dire que tout malade, sans le savoir, donne son corps à la science. Avant même que, dans un testament, certains malades donnent librement leur cadavre à la science. Comme c'est le cas, et ça paraît être justement un geste délibéré, conscient, humain, humaniste, ou en tout cas, ça peut paraître aussi à certains être un geste qui peut poser des tas de problèmes éthiques et métaphysiques très particuliers. Bon, c'est un geste qui d'ailleurs n'a pas été assez étudié philosophiquement. Je pense que là aussi, on peut dire le geste humain précède la réflexion, c'est-à-dire je ne connais pas de texte qui est vraiment réfléchi sur ce que signifie ce geste, que certains hommes font, certains hommes et certaines femmes, certains êtres humains font, donner son corps à la science. Bon. Mais dans le contexte habituel de cette expression, on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est justement le comble de la liberté individuelle. C'est un geste même de liberté individuelle extrême, c'est-à-dire c'est un geste, au fond, qui suppose une pleine conscience métaphysique de ce qu'est le corps, de ce qu'est la vie, de ce qu'est la liberté. C'est très souvent un geste plutôt dans un contexte, je pense, rationaliste strict. Ce corps n'est plus qu'un corps, mais il est encore à moi, et je veux qu'il soit utile à l'humanité. Donc c'est un geste disons, de libre usage du corps dans un contexte d'humanisme scientifique, disons. Je donne mon corps à la science. Mais dans ce chapitre sur la leçon des hôpitaux, pour ça qu'en réfléchissant sur cette expression, on peut en saisir l'enjeu de ce chapitre. Pour Foucault, c'est l'inverse, c'est-à-dire que
en fait, le malade donne son corps à la science sans le savoir. Il croit qu'on le soigne pour lui-même. En réalité, on ne le soigne pas pour lui. On le soigne pour la science, pour l'avancée de la science. Pour l'avancée de la science. Donc, ce n'est pas tellement qu'il donne son corps à la science, c'est que la science lui prend son corps sans qu'il le sache et construit la nosographie, c'est-à-dire la science des maladies, la symptomatologie du savoir médical, la typologie des maladies, sur son dos en quelque sorte. Ça aussi, c'est une expression qui pourrait tout à fait résumer certains longs passages à la naissance de la clinique, puisque Foucault explique que dans le savoir médical, le corps est une surface sur laquelle s'inscrivent les signes de la maladie. Et donc, on pourrait très littéralement dire que la médecine construit le savoir médical sur le dos des malades. Construit le savoir médical sur le dos et sur le ventre et sur les pieds du malade, dans la mesure où le corps du malade, y compris le cadavre déplié, y compris ses entrailles qu'on ouvre sous la lumière du scalpel et de la lampe, le corps du malade devient une surface où s'écrit la maladie, où s'écrit le savoir médical. Dans le chapitre le plus célèbre du livre, qui s'intitule justement « Ouvrons quelques cadavres », « Ouvrez quelques cadavres », qui est un chapitre sur la chirurgie et le savoir médical, Foucault justement explique comment c'est précisément sur le corps du malade, vivant ou mort, mais surtout mort en un sens, mais aussi vivant, que la maladie construit son savoir. Et donc il y a une très grande, finalement, selon Foucault, une certaine hypocrisie de la médecine qui prétend utiliser le savoir pour guérir, alors qu'en fait, elle utilise le soin pour le savoir, pour le dispositif scientifique et politique du savoir. Ce chapitre, Ouvrez quelques cadavres, est resté extrêmement célèbre, surtout par la fin du chapitre, qui montre justement, c'est vrai que c'est intéressant, cette histoire finalement de donner son corps à la science. Mais cette expression-là, Foucault n'en parle pas dans le livre, tant que je m'en souvienne, mais enfin, ce problème-là, il est omniprésent. La thèse de Foucault, c'est qu'au fond, ce que le chirurgien fait dans la dissection, qui nous paraît très différent du soin, est en réalité la vérité du soin. C'est-à-dire la connaissance médicale, comme dissection sur un cadavre, serait, selon lui, la vérité même de la clinique, comme recherche du savoir sur le corps, même quand il est vivant. C'est pour ça que, selon Foucault, ce sont des phrases très, très célèbres, la connaissance clinique est une connaissance de la vie, je cite, à la lumière de la mort. À la lumière de la mort, c'est-à-dire non pas pour connaître le corps vivant individuel, mais en neutralisant l'expérience vivante et subjective pour arriver à un savoir objectif, finalement, où il est indifférent que ce savoir ait été obtenu sur des corps vivants ou sur des corps morts. Donc tous nos corps sont des corps morts donnés à la science. Ouvrons quelques cadavres. Donc ces textes sont des textes qui sont des critiques radicales d'un humanisme scientifique supposé pour critiquer une vérité politique, une dimension politique réelle de la médecine. Vous croyez que le médecin est un être humain individuel qui cherche à être en relation avec un autre être humain individuel. Ça n'est pas ça du tout. Et il est au contraire pris dans un dispositif global de connaissance qui est en réalité aussi une pratique de domination ou de pouvoir. Alors Foucault, là, dans ces années-là, dans les années 60, s'interdit, en tout cas ne tire pas un lien qu'on pourrait éventuellement tirer sur les abus de la médecine du XXe siècle, en particulier sur l'expérimentation médicale sur des êtres humains, y compris des êtres humains vivants, qui sont l'origine de la bioéthique au cœur du XXe siècle, dans le procès de Nuremberg, sur les médecins nazis qui justement faisaient des expérimentations médicales sur des corps humains. Mais bien plus tard, dans les années 70, Foucault montrera que sa manière à lui... Donc, en fait, je fais déjà une digression, mais c'est pas grave, je ne fais que annoncer ma deuxième partie, mais je la traite en grande partie en l'annonçant, c'est pas très grave. Ce que Foucault montrera dans les années 70, c'est en un certain sens ce que nous prenons comme des transgressions radicales de la médecine.
qu'il ne s'agit pas pour lui de justifier, hein, évidemment. Ce que nous prenons pour des transgressions radicales ne fait en fait que pousser à la limite une tendance qui définit la médecine, en quelque sorte, hein, qui définit la médecine, qu'on le veuille ou non. Donc il y a deux manières de comprendre les crimes commis par certains médecins, ou bien ce sont des transgressions radicales d'une médecine qui serait par essence dans le soin, ou bien au contraire, ça vient révéler, par un abus certes, mais révéler une dimension qui est présente inconsciemment dans tout acte médical. Une violence qui serait présente dans tout acte médical. Là, simplement, le contexte politique, ou comme dira Foucault plus tard, le contexte biopolitique du XXe siècle, aggravant encore cette tendance qui est présente dans le savoir médical. Encore une fois, il ne s'agit pas pour Foucault de cautionner ni ce pouvoir ni ses abus, mais vous voyez que c'est plutôt deux manières de critiquer ces actes. Il y a une manière de critiquer les actes de violence médicale en disant ils contredisent l'essence de la médecine, et il y a une manière de critiquer ces actes en disant ils révèlent l'essence de la médecine, qui est par essence un pouvoir. Et donc dans un cas, on défend la médecine contre des abus, dans un autre cas, on va passer par une critique du médical, même si c'est pour le reconstituer en un second temps, contre ses propres abus. Quelle est la meilleure manière de critiquer alors, je ne sais pas justement s'il faut dire ces déformations puisque, vous voyez, c'est que dans une des deux hypothèses qu'on peut parler de déformation de la médecine. Hein. Dans un autre cas, c'est plutôt au contraire une sorte de passage à la limite. La vérité du pouvoir sur les corps qui naît avec la médecine moderne. Bon, en tout cas, quelle est la meilleure manière de penser et donc de s'opposer à ces actes, hein, c'est vraiment l'une des dimensions du problème qu'on traite aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui encore, dans le débat sur la médecine, le pouvoir médical, vous avez les deux tendances qui s'opposent. Hein. On peut même résumer le débat sur le pouvoir médical à ces deux tendances. C'est-à-dire, vous avez une tendance qui dit que la médecine est un pouvoir par essence, et elle devient un but de pouvoir presque naturellement, en quelque sorte, et il faut donc d'abord critiquer le pouvoir médical comme tel, ou bien au contraire une philosophie de la médecine qui dit la médecine est par essence le contraire du pouvoir, plutôt un dévouement, hein, et un soin, au sens d'un dévouement et plutôt d'être au service de l'autre que de dominer l'autre, hein, et plutôt dans l'écoute de la subjectivité que dans le pouvoir sur un cadavre, ou sur un corps qu'on traite comme un cadavre alors qu'il est encore vivant. Hein. Et à ce moment-là, la violence médicale devient le contraire de la médecine, devient justement la... Bon. Alors, en un certain sens, j'allais dire, nous sommes tous naturellement canguilhémiens, vous voyez bien. C'est-à-dire qu'on a tous, et pour des raisons au fond très profondes, l'envie de dire, je dirais, le médecin est d'abord du côté du soin, et quand il pratique une violence sur son malade, justement, ça n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une transgression, c'est une déformation. Mais je pense que pour être canguilhémien jusqu'au bout, il faut passer par l'épreuve critique que lui oppose Foucault, c'est-à-dire la possibilité qu'en fait la médecine ne soit pas seulement ce qu'on croit. La possibilité que la médecine ne soit pas seulement une sorte de réponse subjective à une demande subjective, une réponse bienveillante à une plainte souffrante, hein, mais qu'elle soit aussi structurellement un dispositif de pouvoir qui peut, même vivant, réduire nos corps à des corps morts, hein, des objets sous le scalpel. Et pour la production d'un savoir ou d'un pouvoir ou d'une institution qui n'est même pas liée à la méchanceté des uns et des autres, mais qui simplement a sa logique propre, logique qui n'est pas qui ne serait pas celle de la clinique comme relation subjective, relation individuelle. Dans cette critique, il y a quelque chose de très radical, hein, chez Foucault. C'est l'idée, c'est pas qu'il y aurait des médecins plus méchants que d'autres. Hein. C'est la structure d'ensemble
de ce savoir qui détermine, sans que nous le sachions, la relation individuelle et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Bon. Et donc, mon but, c'est de montrer comment, dans des textes très méconnus, mais parce que très discrets, très furtifs même, on pourrait dire, très ironiques aussi, très subtils, hein, Canguilhem répond à Foucault. C'est-à-dire comment il arrive, il cherche en tout cas, dans les textes que j'ai évoqués la semaine dernière, notamment dans le grand texte, enfin grand texte, un tout petit texte en réalité, mais en taille et en apparence, mais très important en réalité, comment il répond, on pourrait dire, au défi de Michel Foucault. Il répond au défi de Michel Foucault, c'est-à-dire comment il explique que justement, comme je le disais en introduction, comment l'expérience subjective peut répondre au défi du politique. Au défi du politique et au défi de la conception politique de la médecine. Et même saisir l'occasion de ce défi, comme je le disais, c'est le point sur lequel je voudrais terminer aujourd'hui, hein, tout à l'heure, saisir l'occasion de ce défi pour permettre une autre philosophie politique, une autre philosophie de la société, une philosophie de la société qui découle de notre expérience subjective étendue au social, avec tous les problèmes que ça peut poser, mais aussi toutes les réponses à ces problèmes. Donc voilà les trois temps. Hein. D'abord, je vais revenir en 2 secondes sur la première extension au fond naturel, au politique dans le normal et pathologique. J'en avais dit un mot la dernière fois, je vais juste y revenir très brièvement. Et dans un deuxième temps, donc les objections de Foucault, que j'ai déjà résumées en grande partie, et puis dans un troisième temps, la réponse de Canguilhem à ces objections. Donc c'est-à-dire la deuxième extension politique, cette fois-ci, au fond, explicite, même si, en réalité, elle est encore très indirecte et un peu masquée, un peu cachée, hein, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas la forme de grandes déclarations, mais elle est quand même très nette, y compris dans son ironie. Justement dans le passage où Canguilhem parle de l'hôpital. Alors donc, vous vous souvenez d'abord, hein, on avait vu la dernière fois que le but de Canguilhem, hein, c'était de critiquer toute conception, pour dire vite, hein, toute conception objectivante de la maladie et de la santé, toute conception objectivante de la maladie et de la santé qui considère que la différence entre la maladie et la santé, c'est toujours cela l'un des signes de l'objectivation, hein, l'un des signes de la réduction de la maladie à un objet, c'est qu'on traite la différence entre maladie et santé comme une différence quantifiable, comme une différence de quantité, comme une différence de nombre, hein, de grandeur. C'est-à-dire, on l'a vu la dernière fois, par exemple, en plus ou en moins. Hein, ça peut être un excès ou un défaut, mais c'est traitable comme une dimension quantifiable. Vous avez une question, non? Pardon. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. C'est l'adaptation. Donc, le point que je voulais rappeler, parce que j'y avais juste fait une allusion la semaine dernière, c'est la manière dont, dans la deuxième partie du livre, Canguilhem présente une extension politique implicite à travers la critique de la moyenne, à travers la critique de la notion de moyenne. La notion de normalité, hein,
n'est jamais seulement médicale, on pourrait dire. Elle est toujours aussi sociale. La notion de normalité, ça n'est jamais seulement le calcul statistique des états d'une fonction corporelle qui entraîne ou non la maladie. C'est aussi la détermination statistique de cette fonction corporelle dans une population donnée. Et là aussi, on voit, vous voulez, tout à l'heure, je reviendrai sur l'expression que j'ai évoquée en commençant aujourd'hui, c'est-à-dire l'expression « c'est pas normal ». Cette expression « ça n'est pas normal », elle montrait, vous le voyez bien, elle montrait une extension spontanée à tous les domaines, finalement. Le domaine politique, mais on pourrait dire aussi au domaine épistémologique, c'est-à-dire un bon savant, c'est quelqu'un qui, devant une certaine expérience ou une certaine démonstration dans son domaine, dit « tiens, là, il y a quelque chose qui cloche ». Repérer ce qui cloche, en fait, c'est le symptôme du vrai savoir. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Même le bon menuisier, le bon peintre, le bon cuisinier, le bon médecin, le bon philosophe, le bon ceci et le bon cela, c'est le type qui sait dire quand ça ne va pas. On pourrait dire, c'est pour ça que c'est une thèse tout à fait générale, ça vaut pour tous les domaines de la vie. Donc vous reconnaissez l'expert à celui qui détecte les problèmes. Le naïf, le mauvais savant, ça va toujours très bien, et toujours il se laisse impressionner. Eh bien, il y a une autre extension possible du concept de norme, c'est l'extension de la normalité. L'extension de la normalité. Celui qui ne dit pas « c'est pas normal », mais qui définit qui est normal et qui ne l'est pas de l'extérieur et en fonction de normes statistiques. De normes statistiques. Et ce qui apparaît dans ce chapitre intitulé « Normes et moyennes », qui est le chapitre 3 de la deuxième partie du livre. Donc, vous vous souvenez, pour ceux qui avaient pu la dernière fois, vous vous souvenez que j'avais résumé les différences entre les deux parties du livre. Ce que Canguilhem étudie dans ce chapitre normes et moyennes, c'est justement la manière dont la définition quantitative de la maladie a des conséquences sociales. On va non seulement traiter numériquement les données de notre corps, mais nous mettre nous-mêmes dans un traitement numérique des corps humains dans une société. On va définir l'homme normal par un contexte statistique dans une certaine société donnée. Et même si on lit de près ce chapitre, on trouvera déjà quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, pré-foucaldien. C'est par foucaldien, c'est l'adjectif qui dérive de Michel Foucault. C'est-à-dire, c'est l'idée, si on lit de près ce chapitre, on s'aperçoit déjà que, bien loin d'être seulement une extension de la norme médicale, la moyenne sociale en est aussi la raison. Le but de la normalité, de remplacer la normativité par la normalité. Vous vous souvenez de cette distinction, remplacer la normativité subjective, c'est-à-dire se sentir ou non bien, se sentir bien ou se sentir mal, au fond, et se produire comme se sentant bien ou mal dans son corps et dans sa vie, c'est la normativité vitale. Bien, par opposition, il y a la normalité médicale, mais la normalité médicale est toujours aussi une normalité sociale. Et au fond, Canguilhem a anticipé le politique en disant que le but de la médecine qui est objective est toujours proche, sinon même lié au but d'une politique classificatoire. Et même implicitement, c'est un autre point que je voulais souligner, parce qu'il va nous servir, il va être très important dans ce qui va suivre. Et même implicitement, Canguilhem fait des rapprochements qui vont être très importants pour Michel Foucault et pour une certaine histoire des sciences aujourd'hui. Et il montre que la naissance de la médecine scientifique et la naissance de la psychologie sociale ou de la politique publique fondée sur des statistiques,
les grandes enquêtes statistiques menées au XIXe siècle par des sociologues comme Quetelet, à la suite d'Auguste Comte, etc., sont étroitement contemporaines. Quel est le point important ici? Le point important, c'est le point historique. C'est-à-dire que c'est à la même époque que naissent les statistiques sociales et le savoir médical, que naissent les usages politiques de la moyenne et les usages médicaux de la norme. Alors, dans ce chapitre, Canguilhem se contente de noter cette contemporanéité, en quelque sorte. Il n'a pas l'idée qui va apparaître chez Michel Foucault, qui va être très importante dans La naissance de la clinique, et encore plus dans les livres suivants de Foucault, l'idée que ces différents savoirs contemporains font système. C'est-à-dire que nous sommes pris en même temps dans les dispositifs des statistiques sociales et dans les dispositifs des statistiques médicales. Mais déjà, Canguilhem note le parallèle, si vous voulez. Note le parallèle. Et le parallèle troublant qu'il y a parfois entre, la médecine et la politique, qui fait qu'on va toujours arriver à des mélanges. Là aussi, certains vont les juger, et du point de vue de Canguilhem, c'est quand même le cas, on va le voir, hein, mais on les juger contre nature. Hein. Mais il y a toujours des extensions politiques, Canguilhem dira plus tard, idéologiques, du savoir médical. Hein. Vous mesurez une partie du cerveau, bientôt vous prétendez mesurer l'intelligence, bientôt vous ferez des tests de QI, bientôt vous classerez les êtres en intelligents et débiles, bientôt vous exclurez les idiots de la société. C'est des concepts techniques, les idiots, les débiles, etc. Bon. De même, vous faites accéder certaines données à la science, vous n'êtes pas loin d'inventer des objets scientifiques et de justifier scientifiquement des pratiques sociales. De justifier scientifiquement des pratiques sociales. Donc, déjà dans ce passage, je n'ai pas le temps de l'étudier en détail, hein, déjà dans ce passage, on verrait Canguilhem critiquer la notion de moyenne pour dire qu'elle déforme notre véritable concept de la norme tout autant que le concept médical. Le but de la médecine n'est pas de saisir des régularités statistiques, mais de saisir la manière dont un individu crée sa norme de vie, et même crée, c'est très important aussi pour ce qu'on retrouvera dans la troisième partie, crée l'adaptation même, et même plus que l'adaptation, crée lui-même son propre milieu. Bien loin d'être un objet inscrit dans un monde d'objets, il est un sujet qui crée un monde de sujets. Le milieu du vivant est aussi l'œuvre du vivant, écrit Canguilhem. Finalement, l'enjeu ultime de cette extension à la politique, hein, c'est de montrer que nous ne sommes pas un numéro dans un univers dans un genre collectif, dans un univers de chiffres, mais au contraire, un être toujours individuel et auto-normatif qui règle lui-même le rapport à son milieu et même les demandes qu'il adresse à son milieu. Il y a même dans ce chapitre, très méconnu, mais je vous y renvoie, je ne vais pas avoir le temps de le commenter, il y a toute une théorie de l'écologie, hein, c'est-à-dire de la manière dont les êtres vivants, les êtres humains, individuels et sociaux, hein, ne font pas que s'adapter à des milieux extérieurs qui les dominent, mais créent leur propre milieu. Hein. L'espèce humaine étant capable de créer son propre milieu partout où elle
où elle est, étant d'une certaine manière naturellement cosmopolite, pouvant s'installer partout sur la Terre. C'est un point peut-être qui peut paraître secondaire, mais bon, bref, pour montrer qu'il y a une sorte d'extension politique très forte dans ce chapitre, déjà de la théorie de Canguilhem, mais elle est implicite, hein, et finalement, il n'avait pas ressenti le besoin de l'expliciter, et c'est encore une fois seulement face aux objections politiques qu'il va rencontrer dans les années 60, hein, et notamment dans le livre de Michel Foucault, qu'il va être obligé de dénoncer plus explicitement, quoique encore une fois pas totalement, la conception qui était déjà présente dans ce chapitre. Donc on voit bien dans ce chapitre comment, disons, j'y reviens quand même parce que tout ça va être important pour la suite, comment la conception subjective de la maladie, hein, et de la normativité peut passer de l'individuel au collectif. Ça va être un point très important dans ce qui va suivre, donc je le dis au passage. C'est-à-dire que contre une objectivation du collectif humain sous le nom de moyenne, Canguilhem va subjectiver le collectif humain sous le nom de société. Une société, c'est un groupe humain qui fonctionne comme un individu, c'est-à-dire qui est un quasi-être vivant, nous allons retrouver ce problème-là tout à l'heure, un quasi-être vivant qui organise de lui-même son propre milieu, avec une part de liberté. Donc, le problème politique pour la médecine ici, pour Canguilhem, le problème du passage à la politique, de l'extension à la politique, c'est le passage de l'individuel au collectif. Comment on étend notre concept de maladie, l'expérience de la vie, si vous voulez, de l'individuel au collectif. Dans le cas de la norme objective, du concept quantitatif de maladie, on voit bien, c'est le passage de la norme à la moyenne. C'est-à-dire, une normalité biologique, elle devient une normalité sociale. La normalité biologique devient la normalité sociale. Et l'homme normal, c'est l'homme qui à la fois répond aux critères biologiques de la normalité et aux critères sociaux de la normalité, avec tous les mélanges entre les deux que peuvent comporter les concepts de race, les concepts de difformité, les concepts d'anomalie, les concepts de... Voilà. Évidemment, la normalité impliquant le plus souvent des pratiques d'exclusion, etc. Donc, ce premier passage de l'individuel au collectif. Et dans ce chapitre, encore une fois, implicitement, mais très fortement, notamment dans les passages sur l'écologie, qui sont encore très utilisables aujourd'hui dans la philosophie de l'environnement, à mon avis, de manière très fine, Canguilhem explique qu'il y a un autre passage possible de l'individuel au collectif, un passage qui va poser des problèmes. Donc là aussi, je pose des jalons pour la suite, parce que ça va être un gros problème pour Canguilhem par la suite. Une autre manière de passer de l'individu au collectif, c'est de dire, de même qu'un individu humain n'est jamais seulement un objet, mais crée lui-même ses propres normes vitales, dans la santé comme dans la maladie, de manière qualitative, hein. De même, une société crée elle aussi ses normes sociales, crée ses normes sociales. Alors, vous voyez tout de suite le problème qui va revenir dans les textes que je vais rapidement commenter en terminant. Hein. Le problème, c'est que même s'il la transforme, hein, c'est un problème aussi philosophique tout à fait classique, même s'il la transforme, Canguilhem maintient l'analogie entre le politique et le biologique. Il maintient l'analogie entre le politique et le biologique, c'est-à-dire la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a le droit de comparer la société à un être vivant? Est-ce qu'il a le droit de comparer le social au vital, le politique à l'organique? Peut-on comparer, peut-on dire que la société est un grand vivant, hein, est un grand organisme?
Et on va voir que dans le texte que je vais commenter tout à l'heure, Canguilhem dit marque la légitimité et les limites de cette comparaison. Et qu'en réalité, cette comparaison est possible, mais à une condition. Cette comparaison est possible, mais à une condition qu'il est presque le seul à remplir, là aussi, dans l'histoire de la philosophie. Pas tout à fait le seul, mais presque le seul. C'est que, précisément, cette comparaison entre le politique et le biologique ne doit pas être objectivante, mais subjectivante. Non pas du côté du déterminisme, mais du côté de la liberté. Je m'explique, parce que ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est un point évidemment extrêmement important. Quand vous comparez la société à un être vivant, à un grand organisme, le plus souvent, c'est pour des raisons déterministes. C'est-à-dire, vous voulez dire, par exemple, qu'il y a beaucoup de versions. Il y a ce qu'on appelle le darwinisme social, par exemple. Vous dites, Darwin a pensé l'évolution de la vie comme une lutte pour l'existence, comme une sélection naturelle. C'est vrai qu'il employait ce mot, et il l'empruntait même aux éleveurs. Donc c'est un aller-retour du social au vital. Bon. Bien, un certain darwinisme social que Darwin lui-même n'a jamais défendu, consiste à dire, la société peut et doit fonctionner comme la vie, c'est-à-dire c'est une lutte pour la vie et le plus fort l'emporte, etc. Il y a plein d'autres comparaisons du vital et du social et du vital. Parmi les comparaisons classiques, il y a la comparaison de la structure de l'organisme, qui est une totalité. Alors si on dit que la société est un organisme, il faut la penser aussi comme une totalité close. Et dans la conception, disons, antique de l'organisme, très hiérarchisée, dans l'organisme, il y a des parties qui commandent et des parties qui obéissent. Il y a l'esprit et les membres. Vous avez un grand nombre de théories politiques qui vont concevoir la société comme un grand tout avec le chef. D'ailleurs, le mot chef vient de la tête, qui commande aux autres membres. Et donc, conception, disons... D'une manière générale, la plupart des comparaisons du social et du vital vont dans le sens du déterminisme, c'est-à-dire de la réduction du politique au biologique, avec les lois biologiques qui s'appliquent au politique. Les lois biologiques qui s'appliquent aux politiques. Eh bien, chez Canguilhem, on va le voir tout à l'heure, c'est l'inverse. On peut faire une comparaison du politique au biologique, mais avec ce que le biologique comporte de subjectif et de libre, et non pas avec ce que le biologique comporte d'objectif et de déterminé. Comparer le politique au biologique, ça n'est pas le réduire à des lois objectives, c'est au contraire en marquer la part d'indétermination, le social étant en quelque sorte encore plus libre, le collectif étant encore plus libre que l'individuel. Donc comparer le social au vital, on va le voir tout à l'heure, comparer le social au vital, ça n'est pas réduire le politique à de l'organique, c'est au contraire ouvrir la vie sociale sur la vie subjective et même voir dans le social une vie encore moins déterminée que la vie individuelle. Une invention de normes encore plus grande. Nous avons encore plus de marge de liberté dans la société que dans notre corps, quelque sorte. La société est comme un corps, mais c'est-à-dire encore plus libre qu'un corps. Une étrange conception où déjà, notre corps est un espace d'invention et non pas un espace de soumission à des lois. Nous inventons des normes de vie dans notre corps, mais la société est un espace, certes contraint par la vie, mais aussi ouvert par la vie, et ouvert sur des créations de normes sociales, d'instruments sociaux, qui sont du côté de la subjectivité et du côté de la liberté. Vous voyez donc, dans l'histoire très longue des comparaisons du politique et du biologique,
on va assister à une thèse extrêmement originale qui va dire, au fond, oui, si vous voulez, vous pouvez comparer le social à un organisme, mais comme l'organisme est un être subjectif et créateur de normes, la société l'est aussi, et même encore plus que le vivant individuel. Que bon, pour des raisons sur lesquelles Canguilhem insiste dans le texte qu'on va commenter tout à l'heure, celui qui s'intitule « Du social au vital ». Donc, tout ça pour rappeler qu'il y avait déjà une extension du médical au social ou du biologique au politique dans la première version de la philosophie de Canguilhem, dans le texte que je vais maintenant quitter, qui est le texte de 1943, l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, devenu ensuite le normal et le pathologique. Je ne reviens pas, sauf si vous le souhaitez, sur l'extension psychologique, la dimension psychiatrique. On en avait un peu parlé la dernière fois. Sauf s'il y a des questions, j'y reviens pas. Donc, je reste aujourd'hui sur le problème de l'extension politique et du problème politique de la médecine. Alors, donc, venons-en maintenant aux objections de Foucault. Donc, dans un deuxième temps, à la manière dont Michel Foucault, d'une manière là aussi très ironique, j'avais un peu cité la dernière fois, mais on pourrait le citer plus en détail aujourd'hui, la manière dont Michel Foucault, donc, va critiquer ce qu'il appelle l'illusion de la clinique, l'illusion de l'expérience clinique, l'illusion de la médecine individuelle, au nom d'un soubassement réel de cette expérience, un soubassement qui est politique et plus largement historique, qui est fondé sur un ensemble de conditions inconscientes qui le déterminent sans qu'il s'en rende compte. Qui le déterminent sans qu'il s'en rende compte. Donc, ce qui importe en effet, c'est que, au fond, et on va voir que Canguilhem il va y répondre d'une façon très, très précise dans le texte dont je parlais tout à l'heure, la naissance de la clinique se présente comme un livre d'histoire. Le titre le dit bien, la naissance de la clinique. Le jeu de mots, évidemment, sur naissance, qui semble être un terme biologique, qui est en fait ici un terme historique. Et c'est une histoire qui prend deux formes, en réalité. Le livre, en fait, raconte une histoire. On l'oublie très souvent, mais c'est un livre qui raconte un basculement supposé en 30 ans. En 30 ans, la conception de la médecine, la conception de l'homme, la conception de la maladie a complètement changé selon Foucault, de 1780 à 1810 à peu près, autour de la Révolution française. C'est ce basculement que Foucault étudie ici pour la première fois dans son œuvre, mais qu'il va reprendre dans tous ses livres ensuite, dans Les mots et les choses, 3 ans plus tard, dans Surveiller et punir, sur la prison, et encore ensuite. Basculement qui pour lui est le passage à la modernité. Donc le premier sens de lecture de ce livre, c'est un sens, je dirais, narratif. Et on l'oublie très souvent. Et ce que montre Foucault dans chacun des chapitres de ce livre, c'est qu'il ajoute à la fois... En fait, il suit une période, si on le lit de très près,
il se passe une histoire, hein, on suit une révolution, dans la Révolution d'ailleurs, dans la Révolution française, et en même temps, à chacun de ces livres, il ajoute une dimension à un même phénomène. Quel est ce phénomène? C'est le passage au fond d'une conception de la maladie comme force vitale mystérieuse, hein, la conception, disons, de la maladie à l'âge classique, hein, la conception de la Renaissance jusqu'aux Lumières. Selon Foucault, la lumière sont le moment aussi du renversement, hein, bien sûr, mais il ne fait qu'il s'instituera au moment de la Révolution française. On passe de la conception de la maladie comme entité ontologique, hein, incarnée en quelque sorte, qu'il faut chasser du corps. On chasse la maladie du corps. La maladie est un être vivant quasi individuel. La maladie devient un objet de savoir scientifique et mathématique, hein, disposé dans un espace, cet espace du corps dont je parlais tout à l'heure, qui devient au fond un espace de signes, un espace d'écriture, selon Michel Foucault. Donc c'est ça l'enjeu du livre. La naissance de la clinique, c'est la transformation du regard médical. On cherchait des pouvoirs cachés dans les humeurs du corps, hein, c'est le médecin de Molière, si vous voulez. Maintenant, on va décrire des signes sur le tableau de la médecine, le tableau de la nosographie. Mais cette histoire, Foucault ne se contente pas de la raconter. Déjà, en la racontant, il montre qu'elle implique beaucoup de dimensions. Elle implique des dimensions scientifiques, une transformation de la science moderne, qui va s'appliquer aussi au corps humain. Il n'y a pas de raison. On mathématise la nature, on va mathématiser le corps humain. Et il y a des dimensions sociales. Pour Foucault, l'invention des hôpitaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, fait partie des conditions de cette transformation du regard. Conditions de cette transformation du regard. Les corps, la transformation de la conception de la maladie passe par une transformation de l'observation de la maladie dans la société. Et il va étudier de très près la réforme des hôpitaux dans la Révolution française. Et il y a un point qui nous intéresse ici particulièrement et que Canguilhem va reprendre très ironiquement, c'est pour ça que je le cite aussi, c'est très intéressant, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, quand j'ai fait cette digression sur donner son corps à la science, etc. C'est le lien que fait la Révolution française entre la médecine et l'enseignement, entre l'hôpital et l'enseignement. Lien dans lequel nous sommes toujours avec les CHU, hein, centres hospitaliers universitaires. C'est-à-dire cette institution du lien entre le soin et l'enseignement, entre l'expérience clinique et la transmission et l'apprentissage de la médecine. L'expérience clinique dans l'institution hospitalière, dans l'institution collective. Pour Foucault, ça fait partie du tournant. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant. Hein, parce que c'est ce lien, et on pourrait même dire, je vais citer un peu pour Cynthia aussi, il y a un moment très intéressant où il parle de l'institution des premières chaires de médecine, hein, et où il explique que l'institution de ces chaires, c'est justement le fait que la médecine passe du côté de la relation individuelle vers le côté de la production d'un savoir. Hein. Et donc il cite un médecin du temps de la Révolution française, un texte de 1805, hein, dans l'article « Abus du dictionnaire de médecine », Vic Dazir prête à l'organisation d'un enseignement en milieu hospitalier, valeur de solution universelle pour les problèmes de la formation médicale. Là est la réforme pour lui majeure à accomplir. Et il cite ce médecin, hein, « Les maladies et la mort offrent de grandes leçons dans les hôpitaux. » Les maladies et la mort offrent de grandes leçons dans les hôpitaux. En profite-t-on et y écrit-on l'histoire des maux qui y frappent tant de victimes? Y enseigne-t-on l'art d'observer et de traiter les maladies? Y a-t-on établi des chaires de médecine clinique? Donc, ce médecin s'indigne qu'on n'ait pas profité des hospices, qui jusqu'alors étaient plutôt des lieux
d'exclusion sociale pour en faire des lieux d'apprentissage social, hein, des lieux d'apprentissage de la maladie. Or, en peu de temps, écrit Foucault, cette réforme de la pédagogie va prendre une signification plus large, etc. La clinique est la seule clinique pourra renouveler chez les modernes l'enseignement de la médecine, manière d'enseigner et de dire, devenue manière d'apprendre et de voir. Il y a donc dans le dispositif qui, selon Foucault, se met en place et qui va réduire nos corps progressivement à des objets de savoir, il y a toutes les institutions s'y mêlent. Si vous voulez. Et le livre prend successivement toutes les institutions, l'assistance sociale, le savoir médical, l'enseignement, le pouvoir politique, l'économie, hein, etc. Et donc, au fond, ce que produit le livre au long de cette histoire linéaire, c'est une transformation dans laquelle, dit-il, nous sommes toujours pris dans cette transformation de l'histoire. Cette histoire n'a pas duré seulement 30 ans, elle a été en 30 ans un basculement qui dure depuis 200 ans. Et nous sommes encore, selon Foucault, dans cette transformation du regard médical que nous avons tendance à oublier parce que nous croyons toujours à cette dimension individuelle de la rencontre clinique. J'avais déjà fait allusion la dernière fois à cette ironie de Foucault, que je vais vous citer quand même, sur ce qu'il appelle le vieil humanisme médical. Cet accès à l'individu, nos contemporains y voient l'instauration d'un colloque singulier et la formulation la plus serrée d'un vieil humanisme médical, aussi vieux que la pitié des hommes. Le vocabulaire faiblement érotisé, j'y avais fait allusion la dernière fois, le vocabulaire faiblement érotisé de la rencontre et du couple médecin-malade s'exténue à vouloir communiquer à tant de non-pensées les pâles pouvoirs d'une rêverie matrimoniale. Donc il y a même un peu d'inconscience sexuelle, selon Foucault. Au lieu de voir la vérité de la médecine, qui est l'instauration de cette institution de l'hôpital, on se complaît encore dans l'illusion de la clinique, selon lui, l'illusion de cet humanisme médical, ce vieil humanisme médical aussi vieux que la pitié des hommes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs points, je vais résumer parce que je voudrais revenir à Canguilhem. Il y a plusieurs points, et il y a un point qu'on oublie parfois, mais qui est crucial en réalité dans toute la thèse de Michel Foucault, et qui est très important pour nous encore aujourd'hui, c'est de savoir si il y a au fondement de la médecine, je dirais, des sentiments intemporels, aussi vieux que la pitié des hommes, une sorte d'expérience éternelle, naturelle presque, ou bien si, au fondement de la médecine, il y a des transformations historiques. Si la médecine a toujours été la même, ou si, au contraire, elle est profondément transformée avec l'histoire humaine, avec les découvertes scientifiques, avec les institutions politiques. La thèse de Foucault, elle est fondamentalement historique. Il n'y a pas une pitié intemporelle qui fonde le soin médical, mais ça n'est pas du tout la même chose d'être soigné dans un hôpital aujourd'hui ou dans un hospice avant la Révolution française. Ce n'est pas la même conception. En rien, ce n'est la même conception. Ni la même conception métaphysique de la maladie. Encore une fois, c'était des forces cachées dans le corps. Aujourd'hui, c'est des dérèglements statistiques. C'était, disons, un savoir magique. Aujourd'hui, c'est une connaissance scientifique, etc. etc. Donc, nous croyons avoir affaire à une médecine intemporelle et immuable, et nous avons affaire à des changements, non seulement de la médecine, mais à travers la médecine de tout le reste. À travers la médecine de tout le reste. Car c'est évidemment le point extrêmement important, à savoir que dans cette histoire de 30 ans, ce qui se révèle, c'est un basculement général, et c'est une histoire plus profonde, une sorte de changement historique radical dans notre conception de l'homme. Alors, comme je veux revenir à Canguilhem,
je vais peut-être m'arrêter là sur Foucault, même s'il y aurait beaucoup à dire, et sauf, encore une fois, si vous avez des questions, hein, n'hésitez surtout pas à les poser, et montrer comment Canguilhem cherche à répondre à cette objection, à ce tableau de Michel Foucault, qui en réalité est une objection fondamentale adressée à sa pensée, hein, dans les textes de 1966, dont j'avais parlé la dernière fois, hein, qui sont rassemblés dans la rubrique 20 ans après, hein, dans les nouvelles réflexions concernant le normal et le pathologique, dans les annexes que vous trouverez maintenant dans le livre lui-même. Le but de Canguilhem, hein, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je voudrais vous citer maintenant quelques passages précis. Le but de Canguilhem, c'est de montrer qu'en réalité, les institutions sociales, dans leur transformation historique, hein, ne font que prolonger l'expérience subjective de la maladie. Ne font que prolonger l'expérience subjective de la maladie et de la norme. Et cela, Canguilhem va le montrer de deux façons, hein, dans ce texte que je vais rapidement commenter maintenant, qui a des conséquences très, très contemporaines et très concrètes lui aussi aujourd'hui. D'abord le montrer par l'expérience individuelle, hein, la persistance de notre expérience subjective face au social, et aussi montrer que les institutions sociales, au fond, répondent toujours à des besoins du vivant humain. C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas considérer les institutions comme des pouvoirs qui s'exercent sur l'homme, mais toujours comme des réponses à des besoins de l'homme. Comme des réponses à des besoins de l'homme, y compris quand il s'agit d'institutions aussi complexes que l'enseignement et l'hôpital. Donc d'abord, je vais vous citer au début du texte, hein, je vais vous citer le texte sur lequel je voudrais m'appuyer le plus, c'est le premier paragraphe, enfin le deuxième en fait, mais le premier est une petite introduction que je vais sauter, de ce texte intitulé « Du social au vital », où Canguilhem va montrer d'abord que va rappeler que le concept de normal, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, on ne peut pas couper la normalisation, le concept de normal, de l'expérience subjective. Et que la normalisation, la norme, même la plus complexe dans nos sociétés, découle malgré tout de cette expérience subjective et non pas l'inverse. Donc je vais vous citer ce passage, c'est le plus simple, et le commenter ensuite. Il est possible, dit Canguilhem, hein, donc là on est page 175, il est possible que le normal soit une catégorie du jugement populaire. Il est possible que le normal soit une catégorie du jugement populaire parce que sa situation sociale est vivement, quoique confusément, ressentie par le peuple comme n'étant pas droite. Je répète cette citation qui est tout à fait intéressante. Il est possible que le normal soit une catégorie du jugement populaire parce que sa situation sociale est vivement, quoique confusément, ressentie, le mot important c'est ressenti par le peuple comme n'étant pas droite, c'est-à-dire comme n'étant pas juste et comme faisant l'objet d'une déformation. Et Canguilhem va dire, le normal, c'est comme une équerre, hein, et d'ailleurs le mot norme en latin, c'est le mot qui veut dire règle, et la règle, c'est aussi l'équerre, hein, c'est ce qui est droit. L'anormal, c'est ce qui n'est pas droit, hein, en quelque sorte. Hein. Et donc, ce que dit Canguilhem ici, c'est que
Le normal est une catégorie populaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une catégorie de bistrot. C'est normal, c'est pas normal. Mais Canguilhem insiste, c'est une catégorie populaire parce que le peuple considère sa condition comme anormale. Donc c'est une expression subjective d'une expérience politique. C'est toujours, le vocabulaire de Canguilhem est toujours très, très concis, très, très concentré. Le normal est une catégorie du jugement populaire parce que sa situation sociale est ressentie par le peuple comme n'étant pas droite. Il y a quelque chose d'anormal dans l'inégalité sociale. L'inégalité n'est pas normale. Bon. Mais, dit Canguilhem, le terme de normal a subi une transformation par son extension à des institutions. Et il va citer les institutions même dont parle Michel Foucault. Donc là, on est en 1966, Foucault a publié son livre 3 ans plus tôt. Les conférences, les textes qui sont repris là datent d'un cours prononcé par Canguilhem l'année même de la naissance de la clinique. Donc on est dans un débat, j'allais dire, en direct. On est vraiment ici dans un exemple de discussion en direct à travers des livres aujourd'hui, mais qu'il faut restituer. Ces livres sont vraiment une discussion directe. Je cite jusqu'au bout du paragraphe, peut-être, parce que c'est intéressant pour notre sujet. Et le commentaire va suivre ensuite toute la suite. Mais le terme de normal est passé dans la langue populaire et s'y est naturalisé à partir des vocabulaires spécifiques de 2 institutions, l'institution pédagogique et l'institution sanitaire, dont les réformes, pour ce qui est de la France, ont coïncidé sous l'effet d'une même cause, la Révolution française. Normal est le terme par lequel le XIXe siècle va désigner le prototype scolaire, d'où les écoles normales. Normal est le terme par lequel le XIXe siècle va désigner le prototype scolaire et l'état de santé organique. La réforme de la médecine comme théorie repose elle-même sur la réforme de la médecine comme pratique. Elle est liée étroitement en France, comme aussi en Autriche, à la réforme hospitalière. Alors, j'ai cité ce passage, maintenant il faut le commenter. Ce que dit Canguilhem ici, c'est quelque chose qui, en apparence, va dans le même sens que Foucault, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième sens du mot normal qui dérive des institutions, et même qui dérive d'abord de la partie pratique des institutions avant même leur partie théorique. C'est la dernière phrase, est très intéressante. La réforme de la médecine comme théorie repose sur la réforme de la médecine comme pratique. Elle est liée à la réforme hospitalière. Donc que dit ici Canguilhem? C'est un peu comme Foucault, de façon en apparence. Il dit ce sont les institutions sociales qui définissent le savoir médical et non pas l'inverse. C'est parce qu'il y a des hôpitaux qu'il y a une médecine moderne et non pas parce qu'il y a une médecine moderne qu'il y a des hôpitaux. C'est l'institution de l'hôpital qui crée la médecine moderne et non pas l'inverse. Donc en apparence, on est tout proche de Foucault, c'est-à-dire c'est l'institution politique de la médecine qui change notre conception philosophique de la maladie. Et elle est liée en plus à une réforme de l'enseignement. Et elle change notre rapport à la norme. Nous sommes pris tout à coup dans des normes sociales, ce que, selon Canguilhem, on appelle aussi la normalisation. La réforme hospitalière, comme réforme pédagogique, comme la réforme pédagogique, exprime une exigence de rationalisation qui apparaît aussi en politique, comme elle apparaît dans l'économie, sous l'effet du machinisme industriel naissant, et qui aboutit enfin à ce qu'on a appelé depuis la normalisation. Donc il y a une normalisation générale en médecine, en économie, en enseignement, etc. Ce que Foucault va étudier ensuite sous le nom de discipline, enfin peu importe. Donc, mais quel est le point sur lequel tout va changer avec Canguilhem? C'est que pour lui, le mot important, ça n'est pas le mot hôpital, c'est le mot réforme hospitalière. C'est le mot réforme hospitalière. Et
ces réformes qui sont toutes comprises dans l'événement de la Révolution. Pourquoi est-ce que c'est le mot réforme qui est important? C'est parce que, au fond, la transformation de l'hôpital n'est pas venue toute seule, en quelque sorte. Elle est venue d'abord dans un effort de transformation de son milieu historique par une société humaine pour mieux répondre à ses besoins. Pour mieux répondre à ses besoins. Le mot réforme vient indiquer que le but des institutions, c'est de se transformer pour mieux répondre aux besoins d'une société. C'est de rester dans cette réponse aux exigences vitales d'une société humaine. Et ça n'est pas de quitter ces besoins vitaux pour les soumettre à un pouvoir qui en serait complètement coupé. Autrement dit, le but de Canguilhem, ça va être de montrer que la transformation, l'institution médicale, même dans son lien avec l'enseignement, même dans son lien avec l'économie, même dans son lien avec le pouvoir, reste une institution humaine, une institution qui vise à répondre aux besoins d'une société. Et tout le texte, qui s'intitule du social au vital, vise à montrer que les normes sociales constituent un système d'institutions, qui cherche à répondre le mieux possible aux besoins d'une communauté humaine. Et comme je le disais aussi il y a un instant, et c'est évidemment un point extrêmement important, l'histoire humaine, qu'est-ce que c'est que l'histoire humaine? Elle montre la différence entre une société et un organisme. C'est que, comme le dit Canguilhem dans ce texte, de manière très forte, à plusieurs reprises dans le passage, la différence entre la société et l'organisme, c'est que l'organisme dispose naturellement de ses outils, en quelque sorte, qui sont les organes, alors que la société doit les inventer. La société est donc encore plus indéterminée que l'organisme, parce qu'elle doit inventer ses propres ressources. Elle doit inventer ses propres moyens. Et d'une certaine façon, ce qui distingue une société humaine d'un organisme vivant, c'est l'invention de ces outils. L'invention, l'institution de ces outils. Et donc, l'histoire humaine, c'est l'ouverture du vivant humain sur la technique et sur la politique, pour répondre d'une manière qui n'est pas entièrement déterminée par la vie, à des besoins qui restent vitaux. Dans le cas de la société, dit Canguilhem, je cite par exemple cette phrase, dans le cas de la société, la régulation, alors je ne reviens pas sur ce terme, enfin j'en pourrais, mais c'est pour lui le concept central, dans le cas de la société humaine, la régulation est un besoin à la recherche de son organe. C'est un besoin à la recherche de son organe. Et donc pour régler une société, l'homme doit inventer des outils qui ne sont pas donnés a priori et qui vont la satisfaire plus ou moins bien, d'où l'exigence de réforme pour répondre à ce qui n'est pas normal. Pour répondre à ce qui n'est pas normal. Il ne s'agit donc pas d'identifier le social au vivant, d'identifier le politique à l'organique, mais il s'agit non plus de ne pas couper le politique du vivant et de réduire la vie à un objet de pouvoir. L'erreur de Michel Foucault, c'est d'avoir cru que la systématisation des normes, dans une époque donnée, que Canguilhem reconnaît, il se réfère même pour la pensée à Bergson à un moment donné, la systématisation des normes à un moment donné ne fait que traduire une histoire globale, mais une histoire qui reste celle d'un être vivant et pas celle d'un pur pouvoir politique qui s'imposerait à lui de l'extérieur. Il y a donc une sorte de double réponse. Il y a une double réponse, d'abord parce que, au fond,
il y a cette sorte d'analogie entre la société et le vivant, hein, qui fait que la médecine n'est pas seulement un pouvoir qui s'impose au vivant, mais il reste aussi, et c'est là-dessus qu'on pourrait conclure, hein, il reste aussi une dimension subjective dans l'expérience individuelle. Et au fond, cette dimension subjective, vous le voyez bien, j'avais rappelé ça la semaine dernière, cette dimension subjective de l'expression du refus de la normale, du refus du pathologique, c'est aussi pour Canguilhem le signe de l'action politique. Ce qui motive l'action politique, c'est toujours la résistance à ce qui n'est pas normal. La résistance à ce qui n'est pas normal, le sentiment d'injustice qui suscite la résistance politique. Et au fond, là aussi, hein, vous voyez bien, bon, il y a une extension je dirais une extension de la médecine à la politique. C'est-à-dire, au fond, le médecin est le modèle du résistant et le résistant est encore un médecin, hein, dans la mesure où il lutte contre ce qui est de valeur négative. Il lutte contre une anormalité sociale comme le médecin lutte contre une anormalité vitale. Alors la question qu'on peut se poser, hein, c'est une question difficile, c'est de savoir s'il y a des critères politiques de l'injustice universels. Est-ce que ce n'est pas céder à une sorte de relativisme? Parce que tout le monde peut dire que ce n'est pas normal. Hein, même quelqu'un qui est, je dirais, sexiste, raciste, totalitaire ou je ne sais quoi, il le fait au nom d'un sentiment d'injustice. Il le fait au nom d'un sentiment d'anormalité et il va lui aussi dire qu'il résiste. Il résiste à quelque chose qui opprime sa vie. Il résiste à quelque chose qui opprime sa vie et il résiste à ce qu'il décrit comme une violence. Ce qu'il décrit comme une violence. Et au fond, on pourrait dire comment répondre au faux sentiment d'injustice. Ça pose le même problème que comment répondre au malade imaginaire. Celui qui dit qu'il est malade alors qu'il ne l'est pas, c'est un peu comme celui qui dit qu'il y a une injustice là où il n'y en a pas, ou même qui met l'injustice au mauvais endroit. Comment répondre précisément à ces faux usages de la métaphore médicale, hein, et de l'analogie médicale pour penser la politique. C'est ici que, d'une certaine manière, il y a une double réponse. Hein. C'est que, d'abord, il faut revenir au critère ultime de la maladie, de la lutte contre la maladie, qui est subjectif, peut-être, mais on l'a vu la dernière fois, qui n'est pas non plus arbitraire. Subjectivité, c'est le corps vivant. Et le critère ultime le danger ultime pour le vivant, et le critère ultime du refus du négatif pour le vivant, c'est le refus de la mort. Donc dire que l'expérience de la maladie est subjective, ça ne veut pas dire que c'est relatif. Parce que c'est une subjectivité d'un corps vivant. Et donc on peut dire, au fond, le modèle de ce à quoi il faut résister, c'est le modèle du refus de la mort. Et le refus de la mort reste chez Canguilhem, même s'il en parle très peu. Le refus de la mort, c'est-à-dire le refus de la souffrance et de la maladie dans son effectivité biologique, reste une pierre de touche, hein, pour le politique aussi. Au fond, une société résiste aussi à la mort et à l'inégalité devant la mort. Donc c'est toujours par rapport à du vivant. Et le deuxième point très important, c'est que, au fond, l'expérience subjective de l'anormalité, dans la société comme dans la médecine, elle doit passer par le savoir humain, par le détour
de la science ou par le détour des institutions, et par la critique de ce qu'il appelle l'idéologie, hein, la critique des discours qui abusent du savoir médical ou abusent des institutions sociales. Donc il y a toujours un travail critique, hein, et c'est en ce sens que Canguilhem a pu intégrer l'apport de Foucault, hein, de même que Foucault a rejoint ensuite Canguilhem, c'est encore une autre histoire, mais à ce moment-là, ils se sont opposés parce que la question, c'était de savoir qui avait raison dans notre rapport à la maladie. Est-ce que c'est l'expérience subjective ou l'institution politique? Bon, donc c'est ce point que je voulais développer aujourd'hui. J'espère que ça a été à peu près cohérent quand même. On peut avoir un petit moment de questions maintenant, mais je vais m'arrêter là pour ce qui est du propos.